le film de ce soir, c'est effectivement un film avec Judy Holliday, et c'est un peu la raison pour laquelle on a choisi de l'inclure dans ce programme. C'est une actrice à la fois qu'on reconnaît quand même si on ne l'a jamais vue dans aucun film, mais il y a peut-être une raison pour laquelle on la voit moins que d'autres, c'est qu'elle est morte jeune, à 43 ans, et du coup, elle a fait moins de 10 films. Donc c'est un peu normal qu'on ne l'ait pas tellement vue partout. Vous allez voir aussi que elle a un physique à la fois typique américain, enfin de ses origines juives new-yorkaises, qui vont avec toute une culture, toute une façon de parler. On l'appelait Brooklyn quand elle était plus jeune. Voilà, il y a aussi l'accent qui va avec, etc. Mais c'est quelqu'un qui a fait peu de films, mais qui a fait pas mal de scènes, notamment à Broadway. Alors, vous allez voir que le film a un côté théâtral dans le sens où il se passe principalement dans un seul lieu, ce qui est différent du film qui a ouvert ce programme. Si vous vous souvenez, c'était New York-Miami, qui est une sorte de road movie amoureux, comme son nom français l'indique. Ici, on est dans quelque chose d'un petit peu plus statique ou théâtral, un mode, on pourrait dire aussi un peu mineur par rapport à tout le genre de la comédie romantique qu'a lancé Capra avec deux vedettes dans It Happened One Night, New York-Miami. Alors donc ici, ce sont des gens moins connus, même si William Holden était une vedette hollywoodienne de premier plan. Pourquoi c'est Judy Holliday qui joue le rôle ici? C'est parce qu'elle a joué ce rôle à Broadway pendant presque 5 ans et que ensuite habituellement les studios refusent de prendre la même actrice. Ils pensent à raison que le cinéma est un art différent du théâtre et que donc il faut prendre une star qui est une star j'allais dire cinégénique et puis faire une œuvre nouvelle bien sûr et pas seulement du théâtre filmé. Là c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que George Cukor, c'est quelqu'un qui vient vraiment du théâtre et qui assume cela, pas dans le sens où ses films seraient justement du théâtre filmé, mais dans le sens où il vient, on pourrait dire, du texte. Pourquoi? Parce qu'il va commencer vraiment sa carrière à Hollywood, donc il vient aussi de New York, George Cukor, et il va faire notamment des mises en scène, alors d'abord ailleurs, enfin à New York, puis ensuite vraiment à Broadway, mais surtout il va aller sur la côte ouest et rentrer dans le système des studios en 1929, l'année même où tous les films vont devenir parlants. Et ça, c'est important parce qu'il commence sa carrière comme dialogue coach, et puis comme responsable de l'écriture ou de l'adaptation des dialogues. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans ce travail sur le texte, sur le dialogue, même si ensuite, il n'est pas lui-même scénariste. Ce film-ci, donc de 1950, Born Yesterday, ça fait partie d'une petite série de films pour lesquels Garson Kanin, qui était un scénariste et un dramaturge à la fois, et sa femme, Ruth Gordon, ont écrit pour Cukor. Et notamment, vous avez peut-être vu certains films avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy, dont Madame porte la culotte, le fameux titre français de Adam's Rib. Il y a toujours des noms à coucher dehors, des titres un peu spéciaux pour les films en français. Où vous avez peut-être vu aussi Mademoiselle gagne tout, avec également Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, c'est une actrice très intéressante dans son travail avec George Cukor, puisqu'elle a commencé en 1931 avec lui, et puis jusqu'à la fin, elle a travaillé pour lui. Mais Judy Holliday, c'est effectivement plus une comète, une étoile filante. Et elle a un genre tout à fait différent du côté un petit peu Nouvelle-Angleterre, chic, de Katharine Hepburn. Donc je vous invite à le découvrir là. D'ailleurs, elle a gagné un Oscar pour ce film. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que George Cukor, qui a fait des films si différents dans des genres si différents, par exemple la comédie musicale. Alors lui, il n'aimait pas la comédie musicale où on se met vraiment à danser. Il aimait plutôt, comme il disait, une pièce avec de la musique, notamment Une étoile aînée avec Judy Garland. Donc il a vraiment offert leur plus grand rôle à des actrices. On pourrait dire qu'Une étoile aînée, c'est vraiment l'un des plus beaux rôles de Judy Garland. Alors moi j'affirme aussi que Camille, le roman de Marguerite Gauthier, dont je vous ai je crois déjà parlé, c'est le plus beau rôle de Greta Garbo, au moins dans sa période parlante, et c'est un film de George Cukor, l'adaptation de La Dame aux Camélias. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a travaillé la direction d'acteur et notamment la direction d'actrice, et c'est
peut-être, je pense, sa plus grande qualité, plutôt que des effets de mise en scène ou un travail vraiment, comment dire, voilà, d'orfèvre du cinéma. Lui, il se revendique comme avant tout travaillant avec l'acteur et travaillant pour que le texte soit aussi entendu, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aimerez le film et que vous resterez un petit peu après pour un échange. Bon film. Harry Cohn, donc le patron de la Columbia, vous avez vu que c'était un film Columbia, comme New York-Miami d'ailleurs. Et Harry Cohn, qui était quelqu'un d'assez brutal et d'assez entier, et qui choisissait un peu les actrices aussi, voilà, un peu à la... un peu si elles sont... En fait, il destinait ce rôle au départ à Rita Hayworth. Vous imaginez un petit peu le contraste. Et puis, il a essayé d'embaucher 20 autres actrices. Et finalement, c'est Katharine Hepburn avec George Cukor qui l'ont convaincu de conserver le rôle pour Judy Holliday, en fait, en lui faisant passer une sorte de bout d'essai, c'est-à-dire qu'ils lui ont obtenu un rôle dans Madame Porte-la-Culotte de femme qui va essayer de tuer son mari parce qu'il est adultère et qui raconte ça ensuite à l'avocate, à son avocate. Et c'est quasiment un plan séquence. Je voulais vous le montrer, mais pour des raisons techniques, on ne peut pas. Et où elle explique juste ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Et à la fin, Katharine Hepburn, qui joue l'avocate, lui dit « Et comment vous vous êtes sentie une fois que vous avez fait tout ça ?» Et elle dit juste « J'avais faim. » Et c'est ce même, c'est-à-dire cette façon de créer une sorte d'innocence, alors que dans Madame Porte-la-Culotte, elle a quand même presque commis un meurtre. Et puis ici c'est évidemment beaucoup plus central, c'est-à-dire comment utiliser le rôle de la blonde, de la dumb blonde, vraiment, mais le retourner en quelque chose de l'ordre d'une innocence native, on pourrait dire, d'une innocence. Et c'est un peu tout l'objet du film. Mais on pourrait dire que l'objet du film, c'est aussi comment être à soi-même, on pourrait dire. Naître à soi-même, peut-être, c'est une naissance. Mais en tout cas, c'est un thème qui est presque dans tous les films de Cukor, tous ceux que j'ai vus en tout cas. Il en a fait vraiment beaucoup. Certains du début sont difficiles à trouver. C'est-à-dire comment être à soi. Comment on peut ne pas être à quelqu'un d'autre. Et souvent dans ces films, ce sont des gens qui sont obligés de jouer la comédie. Alors c'est plus évident dans des films où il y a des gens qui sont véritablement des acteurs ou des actrices et qui sont pris dans leur rôle de théâtre, comme dans Une étoile aînée ou dans d'autres films. Ici, c'est moins évident parce qu'elle ne joue pas a priori un rôle, mais en tout cas, il y a tout ce travail justement avec l'actrice pour qu'il y ait cette initiation, on peut dire, ou cette naissance, et qu'il n'y ait pas seulement le côté un peu caricatural de ce personnage de blonde, on dit même aujourd'hui la blonde, mais que quelque chose réellement se produise à l'écran. Alors ça passe par beaucoup de choses, ça passe d'abord par la gestuelle. Vous avez remarqué au début, d'ailleurs il y a eu des rires, la façon dont elle se déplace, dont elle marche. En fait, Judy Holliday, elle a beaucoup fait de théâtre, je l'ai dit, même un peu underground quand elle était à New York. Elle fait partie de la scène intellectuelle du théâtre new-yorkais avant d'aller à Hollywood, mais elle a aussi un petit peu travaillé au cabaret. Et elle dit qu'elle a observé des filles qui dansaient cette façon de très peu bouger le haut, de verrouiller le haut et de bouger par contre le bas. Je ne peux pas le faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, pendant tous les moments au début, elle marche comme ça, donc avec à la fois ce côté ambigu à la fois d'une forme de vulgarité dans le sens où elle serait trop sexy, on pourrait dire, et en même temps de jeu, elle joue à la femme distinguée. Elle joue à la femme riche, puisque tout est basé sur l'identité nouveau riche de son petit ami. Mais vous remarquerez quand même qu'au cours du film, sa démarche, par exemple, change. Et notamment, vous vous souvenez, le moment où elle avance comme ça avec ses poings crispés, où on sait très bien qu'elle a pris une forme de détermination qu'elle a. Et ça commence même avant, dans sa gestuelle, dans la scène assez connue du Gin Ramy,
qui est une petite scène comme ça détachable qui fait un petit peu penser dans la forme à ce que peut faire Chaplin. Par exemple, dans Le Dictateur, il y a une scène avec des pièces qu'il avale, etc., qui pourrait presque être comme un petit court-métrage à l'intérieur du film et qui est presque muet, alors que Le Dictateur, film de 40, évidemment un film parlant. Et là, il y a un petit peu ce travail-là de la part de Cukor, c'est-à-dire tout à coup, lui qui est beaucoup dans le dialogue, et effectivement les dialogues vont vite, ils sont très écrits dans le scénario de Garson Kanin, là tout à coup c'est quasiment le silence et on est complètement focalisé sur son jeu de main. Et notamment aussi parce que, et ça c'est quand même de la mise en scène, il choisit de très très peu changer de plan. Et de garder un plan fixe à Hollywood, c'est quelque chose de rare. Et dans le reste du film, c'est pas un régime forcément de plan fixe, même s'il y a tout ce jeu dans le film de petits panoramiques à droite et à gauche à l'intérieur de la suite, enfin de la double suite qu'ils occupent. Alors cette question, c'est pour ça que je disais théâtralité aussi, pas seulement théâtre dans le sens où on joue un rôle, mais il y a aussi quand même, ici ça passe par la topographie du lieu. C'est-à-dire que vous remarquerez qu'il y a des espèces de moments de silence, on se demande si c'est des creux ou pas, ou effectivement, tout simplement, on suit les personnages qui vont d'un endroit à l'autre de l'appartement, avec la caméra qui parfois panote un petit peu pour passer d'une pièce à l'autre, mais sans vraiment bouger. Je trouve qu'il fait un usage de ce lieu qui est assez intéressant. Usage d'abord comique avec les watts, avec les deux fenêtres à angle droit, mais en réalité cet espace-là, c'était une contrainte. Et là, il faut reparler un tout petit peu du Hays Code, dont on a déjà parlé pour ceux qui sont venus à d'autres séances de ce ciné-club, qui est donc le code d'autocensure des studios jusqu'à la fin, jusqu'aux années 60. Donc ici, on est en 1950. Et en fait, bizarrement, il était interdit de montrer qu'ils couchaient ensemble, alors qu'il est dit quand même qu'ils sont fiancés depuis 7 ans. Et du coup, par exemple, d'où le fait qu'ils devaient avoir des appartements séparés, ce qui, pour Cukor, était absurde, mais en même temps, il en a fait usage, et je trouve qu'il en a fait usage de manière assez brillante, et notamment de manière assez théâtrale, puisque c'est quelqu'un qui aime représenter quelque chose qui est de l'ordre de la théâtralité. Là, on a un effet de coulisses et de scènes, avec toutes ces espèces d'emboîtements d'espace qui sont à angle droit, et de fenêtres aussi, il faut fermer le rideau, sinon en face, on peut voir. Et puis avec le court-circuit, non, voilà, le raccourci qu'elle peut prendre en passant par le service, par le couloir de service. Donc il a énormément joué de ça, alors qu'au départ, c'était une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient séparés. Dans le film qu'il a fait en 52 ensuite, avec la même Judy Holliday, The Marrying Kind, qui s'appelle en français « Je retourne chez maman », c'est pas du tout le même style de film, c'est pas tant une comédie que quelque chose de plus social. Enfin, on a vraiment beaucoup plus un réalisme d'un jeune couple, tout simplement l'histoire d'un mariage, bon, qui tourne pas très bien, mais voilà. Il y a aussi cette question, puisque en fait, le soir même de leur nuit de noces, c'est quand même représenté avec chacun son lit jumeau, ce qui est complètement absurde, et Cukor le disait, mais il est obligé de le mettre. Et du coup, il était obligé, mais avec Garson Kanin, le scénariste, ils ont mis à l'intérieur du dialogue, il y en a un qui dit à l'autre, tiens, nos meubles sont pas encore arrivés, puisqu'ils viennent d'aménager dans l'appartement, et le mari dit, tiens, en fait, on pourrait pas changer la commande et demander un lit double, ah, tu crois, etc. Donc il a quand même gardé, mais dans le dialogue seulement, l'idée du lit double. Alors ici, voilà, il y a ces contraintes-là, ces contraintes de ne pas représenter la situation sexuelle, on pourrait dire, de Billy et de Harry, ce qui nous paraissent quand même assez absurdes, mais en réalité, on voit bien qu'elles sont contournées, et notamment aussi, elles sont contournées dans le fait que la sexualité est quand même très, très présente dans les dialogues. Je trouve que ces dialogues, alors on a déjà vu pas mal de films, on a vu du Lubitsch, enfin bon, il y a toujours ce travail-là sur comment réintroduire de manière quand même assez précise des allusions sexuelles, mais c'est vrai que Billy est très direct, et notamment la réplique qui est assez frappante, c'est: est-ce que vous êtes un beau parleur, ou est-ce qu'un peu d'action vous intéresserait? Et là, c'est quand même très direct, et il y a assez peu de sous-entendus. Donc il y a énormément ce travail de réintroduction de tout ce qui est sexuel.
On l'avait vu déjà la dernière fois chez Sturges, mais c'était beaucoup plus, j'allais dire, physique, avec le travail de séduction de Barbara Stanwyck. Ici, c'est autre chose que propose dans son jeu Judy Holliday. Alors, ce qui est évidemment central dans son jeu, c'est son travail de la voix, qui est vraiment travaillé de manière musicale, parce qu'il y a un sens du rythme chez Cukor, à tel point qu'on pourrait définir le rythme comme s'il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de rythme. Enfin, évidemment, ce qui définit le rythme, c'est des silences, même courts. Et vous remarquerez que la première arrivée de Billie, il y a énormément de silence. C'est-à-dire qu'elle regarde les choses, elle se retient de parler parce qu'on sent qu'elle pense qu'elle est bête, qu'elle sait qu'elle est bête et que la première fois qu'elle va ouvrir la bouche, voilà, une catastrophe va arriver, ou peut-être que son image de femme, un petit peu de femme du monde, va s'écrouler, etc. Donc il y a tout ce travail au début sur les silences. Et je trouve qu'il en joue très bien, mais surtout, bien sûr, ce qui est frappant, c'est le travail de la voix de Judy Holliday, à tel point que quand il a vu les rushs Cukor, il s'est aperçu que ça sonnait pas comme ce qui était au tournage. Et effectivement, le technicien du son lui a dit « Bah oui, on a dû trafiquer un peu dans les aigus et puis aussi dans les graves, parce que c'était très très grave et très aigu. » Et il a dit « Non, mais ça va pas, vous allez rétablir ça tout de suite, parce que c'est exactement ce que je cherche à obtenir. C'est-à-dire que si vous rabotez du côté aigu, vous perdez de la comédie, et si vous rabotez du côté grave, vous perdez de l'émotion. » Et je ne sais pas comment vous l'avez perçu, la façon dont elle joue ce personnage. Moi, je trouve, à l'avoir vu plusieurs fois, que bien sûr, ce qui fait rire au début ou sourire, c'est sa capacité à aller très très haut, enfin dans les extrêmes, ou bien à la fin de faire sa très très grosse voix à la toute fin à la porte. Mais en réalité, elle est aussi très capable de moduler. Et ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas, enfin, c'est pas ce qui reste forcément au début, mais je dirais que c'est presque une sorte d'allégorie, cette capacité de moduler sa voix, de l'art de George Cukor lui-même, qui était vraiment quelqu'un qui marque moins, enfin, qui a moins une patte d'auteur, parce que justement, il est plus dans la modulation que dans un extrême ou un autre. Alors, lui-même disait de Judy Holliday que il disait, comme tout bon clown, elle sait vous émouvoir. Et on a donc les deux. Le côté clown, il a très bien compris qu'elle sait parfois mettre sa posture physique avant le dialogue, avant le sens, avant la signification. Et en même temps, les vrais bons clowns vont évidemment beaucoup plus loin que ça et arrivent à créer de l'émotion. Et je trouve que c'est vrai qu'il arrive assez bien à la définir, et que du coup, le film a une délicatesse voilà, qui est pas forcément ce qu'on attend au départ dans l'histoire d'une idiote, enfin l'histoire d'une idiote qui va apprendre. Alors, je vais vous laisser parler peut-être juste sur cette question de l'apprentissage. Le film, assez évidemment, rejoue un autre film qui est Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra, Mr. Smith Goes to Washington, de 38, je pense. Je dis toujours entre 36 et 38. Et qui est donc cette histoire d'un jeune directeur de journal pour garçons, pour jeunes garçons, pour adolescents, qui se fait parachuter sénateur par un sénateur plus vieux que lui, qui connaît un ami de la famille et qui est véreux et qui veut avoir juste un petit pantin qu'il peut utiliser à l'intérieur du Sénat. Comme par hasard, ce sénateur s'appelle Paine, d'ailleurs, hein, et il est question de Tom Paine, le grand homme politique qui a connu Jefferson dans ce film-ci. Et donc, ce jeune sénateur joué par James Stewart va pour la première fois aller à Washington. Il a des yeux qui pétillent parce qu'il fait le tour de Washington, et on a une fameuse séquence de visite des différents monuments politiques de la capitale des États-Unis, et c'est une séquence de montage, vraiment, où on voit qu'il fait le tour de toutes ces institutions. Pourquoi ? Pas parce qu'il est touriste, mais justement parce qu'il voit enfin de ses propres yeux ces idéaux démocratiques, voilà, à portée de main, à portée de regard, et il n'en revient pas, et il n'en revient pas d'avoir été nommé sénateur aussi jeune. Et puis évidemment, vous vous doutez qu'après il va déchanter une fois qu'il va essayer de travailler vraiment à l'intérieur du Sénat.
Et dans Mr. Smith, au moment où il est découragé, au moment où il s'est aperçu de toute l'horreur politique, il va retourner dans un monument dans lequel il était déjà allé au début à son arrivée. C'est le monument du mémorial de Lincoln, et où il disait, ah oui, Lincoln, vous connaissez cette grande statue où il est assis. Lincoln est assis, et il disait, le personnage Smith, il dit, il s'appelle Jefferson Smith, hein, son prénom c'est Jefferson, et il dit, c'est fou, j'ai vu Lincoln, il est assis et il attend que quelqu'un vienne. Hein. Et donc, lui, c'est-à-dire que quelqu'un vienne reprendre en main, réincarner l'idéal américain. Et puis, quand il a vu que le Sénat, c'était quelque chose de beaucoup plus corrompu que ça, il repart et il repasse avec ses valises. Hein, vraiment, il quitte la ville et il repasse par le mémorial Lincoln. Et là, bon, voilà, il est complètement abattu et il y a encore toute une chose à l'intérieur du mémorial, et c'est là qu'il va finalement reprendre espoir. Mais il y a exactement cette même structure-là, ici, vous avez remarqué, avec c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une citation, quasiment, sur un mode, certes, peut-être plus comique ou mineur, mais il n'y a pas que des moments comiques dans ce film, avec le mémorial de Jefferson et avec la citation. À chaque fois, l'idée, c'est évidemment de nouer la question politique avec l'intimité du personnage. Sinon, c'est un didactisme trop évident, trop sec, et ça ne marche pas. Et ici, bien sûr, c'est le choix de la citation qu'il y a dans la coupole, c'est-à-dire « je m'élèverai toujours contre toute forme de tyrannie faite à l'esprit humain ». Et tout à coup, cette phrase, dite en off, en plus avec la voix de celui qu'elle aime, devient quelque chose qu'elle peut s'approprier, hein, de très très personnel, à savoir, elle vient quand même d'être battue par Harry. Donc tout à coup, cette idée de tyrannie sur l'esprit humain, au lieu d'être une grande idée de plus gravée dans la pierre, ça devient quelque chose qu'elle sent elle-même de manière intime, et c'est évidemment toute l'idée de l'aspect, disons, didactique du film, mais qui est tout à fait incarné. Donc c'est pour ça que je pense que dans l'histoire du cinéma américain, il y a des gestes comme ça qui sont didactiques, qui sont parce que c'est des histoires de comment une conscience s'éveille. Donc on peut dire là, dans ce film, qu'il y a une forme de féminisme de George Cukor, puisque c'est vraiment la naissance d'une conscience. Et voilà, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement ce film. Mais évidemment, l'éveil d'une conscience se fait avec un autre homme. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire, bah oui, mais alors elle passe d'un homme brutal à un autre homme beau, enfin une sorte de playboy à lunettes, qui est joué par William Holden. Oui, c'est-à-dire que presque dans tous les films de Cukor, il y a le mythe de Pygmalion, on pourrait dire. Si vous avez vu My Fair Lady, son film de 1964, d'après la pièce de Shaw avec Audrey Hepburn, c'est le cas, mais c'est le cas dans énormément de ses films. Donc, sauf que ce mythe, il est complexe, enfin il est complexifié, en tout cas ici, puisque là, il y a le dédoublement entre les deux hommes. Et puis, évidemment, il y a aussi l'aspect comique, et je dirais que retravailler ça à l'intérieur des codes de la comédie romantique, c'est déjà l'emmener ailleurs. Ici, le personnage violent, de l'amant violent du nouveau riche, en fait, c'est vraiment ça, joué par Broderick Crawford, il était joué à la scène par quelqu'un qui s'appelle Paul Douglas, que vous connaissez peut-être si vous avez vu un autre film avec Jodie Holliday qui s'appelle Une Cadillac en or massif de Richard Quine. Et bon, c'était aussi un gros dur, mais un peu plus séducteur, un peu plus séduisant. Et George Cukor regrettait qu'il n'y ait pas entre eux, ici à l'écran, cette tension sexuelle, parce qu'il trouvait qu'il y avait quand même, dans leur relation au théâtre, une sorte d'érotisme à l'intérieur de cette violence, et ça l'intéressait. Et ici, c'est vrai qu'on voit juste le type qui devient de plus en plus violent, et surtout dont la violence, au début, peut être un peu rigolote, parce qu'il prend le journaliste pour un ami qu'il n'est pas, etc., et puis qui devient de plus en plus très très déplaisante, jusqu'au moment où il y a évidemment où il la bat physiquement. Le film, à travers son personnage, on voit bien qu'il fait le procès d'une sorte d'état infantile de la démocratie américaine, et qui serait le capitalisme, quelque part. C'est-à-dire ce que fait le capitalisme à la démocratie américaine. En même temps, comme assez souvent aussi chez Cukor, il y a une forme... il parle aussi de la politique hollywoodienne. C'est-à-dire que... Harry Cohn, le patron du studio Columbia, était le seul à ne pas s'apercevoir que ce personnage
de Harry dans le film était calqué sur lui. Tout le monde le savait. Et tout le monde en rigolait. Et ce qui était drôle, c'est que Harry Cohn avait une tendresse pour ce personnage. Et il le disait. Il disait, ah, moi j'aime bien le personnage de Harry. Et en fait, il était le seul à ne pas savoir que, évidemment, c'était sa propre violence machiste. Bon. Mais en tout cas, il y a dans le film le lien qui est fait explicitement entre machisme, fascisme et ce côté comme ça nouveau riche, enfin du capitalisme, du nouveau capitalisme tel qu'il est, ou bien d'un esprit peut-être du self-made man, donc un des idéaux de l'Amérique. On peut se faire à la force du poignet, on peut partir, on travaillait à 12 ans et on est milliardaire à 45, sauf que voilà, ça aussi c'est un dévoiement de cet idéal du self-made man, on peut dire, puisque finalement il est calqué son personnage sur le gangster. Hein. C'est vraiment la façon dont les films de gangsters 20 ans auparavant représentent la façon dont ils traitent notamment les femmes. Et au début, elle se comporte vraiment comme une sorte de fille à gangster. Voilà, comme toujours, je parle un peu trop. Est-ce que vous avez des réactions, des remarques, des questions? Vous n'avez pas aimé, hein, je veux dire. Je sais pas. Alors, je vais juste vous demander de parler dans le micro. Oui, le micro, oui. Juste une petite remarque qui me vient à l'esprit par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'au bout de... le film a été tourné dans les années 50, non, c'est ça? Au début, 1950. Ouais, ben, au bout de 60 ans, presque 70 ans, l'Amérique n'a pas changé, parce qu'avec le Donald Trump, le personnage qui se fait, le self-made man puissant, qui pense tenir tout dans ses mains, bah, on le retrouve un peu dans le personnage de Donald Trump aujourd'hui. Oui, donc ça m'a fait penser un peu à ça. Oui, merci pour cette remarque tout à fait déprimante. Oui, non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, le film, comment dire, ça c'est vraiment vrai de tous les films de Cukor, ils sont pas branchés sur l'actualité, vraiment. C'est effectivement, c'est aussi en ça qu'ils sont un peu théâtraux, dans le côté un peu huis clos, mais aussi le côté général. C'est pas des films qui prennent acte de quelque chose historiquement. Sinon, peut-être dans une forme de féminisme à l'état naissant. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est pas que lui, là pour le coup c'est pas un effet d'auteurisme, c'est le lien entre l'émancipation d'une femme et le langage. Enfin, tout cet usage des dictionnaires, le vocabulaire, etc. C'est-à-dire un apprentissage qui, dans les autres films, est une sorte de métaphore. Quand on dit on va s'apprendre des choses l'un à l'autre, dans les films, dans les comédies de remariage, c'est ce que le philosophe Stanley Cavell a analysé, à savoir le perfectionnisme en philosophie, et qu'il a appliqué au cinéma hollywoodien. Donc voilà, on s'apprend quelque chose parce qu'on est un homme et une femme, dans les couples en tout cas représentés à l'écran à Hollywood, et donc on apprend de l'altérité de l'autre et on apprend à accepter cet autre comme tel, et voilà, on reconfirme son mariage comme ça. Ici c'est littéralisé, c'est-à-dire qu'ici il y a un professeur, on le paye et il va amener des bouquins et on va s'asseoir sur les livres, on va les ouvrir, et donc il y a une sorte de matérialité de ça qui est aussi, je pense, jubilatoire. On aime voir ça, on aime voir quelqu'un qui regarde dans un dictionnaire. Enfin, il y a cette sorte de matérialité du langage qu'on retrouve un peu dans un film de Howard Hawks qu'on voulait vous passer mais qui n'est pas disponible. Bon, vous pouvez le trouver en DVD à l'export, parce que c'est le but ici de vous donner aussi des devoirs. Non, c'est Boule de feu, Ball of Fire, et qui est avec Barbara Stanwyck, qu'on avait vu la dernière fois dans le film de Preston Sturges. Et c'est l'histoire de, je crois qu'ils sont 12, mais ils pourraient très bien être 7, parce que c'est une sorte de variation sur Blanche-Neige. C'est une maisonnée de colocataires, de vieux garçons qui font ensemble une encyclopédie. Chacun a un domaine de l'encyclopédie à faire, et puis ils traînent depuis des années parce que ça leur met très très longtemps. Et puis là-dedans, par une aventure, il va y avoir cette danseuse de cabaret que l'un d'entre eux va faire rentrer, parce que c'est celui qui est spécialiste du langage, qui a besoin d'avoir quelqu'un qui lui apprend l'argot. Donc vous voyez, tout ce travail sur le langage, la langue, l'apprentissage des mots,
il est évidemment lié à quelque chose de l'ordre de classe, puisqu'il est question là de classes sociales différentes, ou voilà, des intellectuels par rapport aux parvenus, etc. Et en même temps, je trouve qu'il y a un plaisir de cette matérialité-là, et de l'humour aussi, du jeu avec la langue. On l'entend dans le travail dont je disais de Judy Holliday, qui est musical. C'est pas seulement musical au sens des hauts et des bas, enfin du nombre d'octaves qu'elle peut parcourir avec sa voix. C'est bien sûr aussi avec l'accent qu'elle a, qui est une sorte d'accent du New Jersey où le R devient un Y. Par exemple, superbe au lieu de superbe, a new word, et tout cet accent-là qui est poussé à l'extrême, et évidemment le choix des mots dans les dialogues fait qu'on l'entend d'autant mieux. Et puis il y a ce travail sur l'argot. Par exemple, elle dit « there drips », quand le sénateur et sa femme sont partis, c'est des nouilles, ils sont chiants. Hein, vraiment, il y a quelque chose d'assez vulgaire dans la façon dans les mots qui sont employés. Voilà, donc il y a tout ce travail sur les différents registres de langage et bien sûr la recherche des mots nouveaux et notamment quand il y a une sorte de travail qui n'est pas dit quand elle voit vers la fin le sénateur et qui dit constituents et puis qu'elle ne dit rien mais on la voit juste de manière muette ensuite quand il est parti regarder dans le dictionnaire. Donc voilà, moi c'est l'une des choses que je trouve très, très savoureuse dans le film et qui existe sans doute dans d'autres films aussi hollywoodiens, mais ici c'est très littéralisé cette question de l'apprentissage, apprendre quelque chose à l'autre. Vous remarquerez qu'elle joue là-dessus quand elle dit « mais on va s'éduquer l'un l'autre » et qu'elle, elle veut dire « je ferai ton éducation sexuelle ». Enfin, là, c'est vraiment quelque chose de très... là encore, ça fait partie de la drague, disons, très, très énergique de son personnage. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que c'est la voix naturelle de Judy Holliday? Alors, c'est compliqué. Oui et non. C'est-à-dire qu'au tout début, quand elle ne parle que aigu, elle force sa voix, mais on l'entend. Enfin, on entend qu'elle est forcée. En même temps, elle garde ça assez souvent, mais on voit bien qu'elle est capable d'aller très très bas aussi. Si vous voyez Je retourne chez maman, donc le film de 52, vous apercevez que non, qu'elle ne parle pas comme ça, qu'elle a un tout petit peu cette, je sais pas, ce côté guttural qu'on entend, mais pas du tout autant. Et puis l'autre film qui est là beaucoup plus une comédie en 54, qui est Une femme qui s'affiche, où elle joue à nouveau donc un personnage proche de ce personnage-ci, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme, Gladys Glover. C'est un peu la self-made woman, mais justement version féminine, c'est-à-dire pas du tout, au départ pas du tout féministe, c'est-à-dire c'est une femme qui n'a rien, qui ne sait rien, et qui arrive à New York, et la seule chose qu'elle veut, c'est louer un énorme panneau, grand comme ça, sur Columbus Circle, qui est donc un carrefour commercial très important à New York, et afficher son nom dessus. Mais pour rien, et c'est-à-dire ça crée de la demande, ça crée de la publicité, ça crée du mystère, et tout à coup ça consiste, et donc elle qui n'est rien, elle trouve qu'elle devient quelqu'un. Et c'est horrible en même temps de croire qu'on peut. Bref, et donc dans ce film-là, qui est une comédie avec Jack Lemmon, elle a un petit peu repris sa voix de ce film-ci, mais moins outrée. Mais il y a toujours un moment comme ça où elle est capable de, un petit peu comme ce que fera, si vous avez vu Tootsie, Dustin Hoffman qui est travesti en femme, puis à un moment il est à New York et puis il a besoin d'attraper un taxi et tout à coup il est en femme et il dit taxi comme ça. Et donc c'est vrai que il y a ce jeu comique de tout à coup changer de. Donc elle est capable de la moduler, elle a une base, mais non, si vous voyez le film, puisqu'elle en a fait peu, mais ils sont tous quand même intéressants, le film de Minelli, du Vincente Minelli, Bells Are Ringing en français. Je ne sais plus, avec Dean Martin, et qui est en couleur, et où elle chante. Donc vous pouvez l'entendre chanter, et elle chante, ma foi, correctement. Donc elle ne chante pas avec une voix de canard qu'on égorge. Donc non, on voit que c'est quand même joué. C'est quand même... Est-ce qu'il y a d'autres... Et d'ailleurs, même là, elle module quand même. Il y a d'autres. Oui,
comment l'esprit vient aux femmes. D'ailleurs, on a fait une erreur dans le programme, c'est vient, c'est pas vint. Bon, enfin, c'est pas grave, ça donne un petit côté. C'est moi qui ai dû faire l'erreur. Oui, born yesterday, she wasn't born yesterday. Alors l'idée de born yesterday, c'est comme je ne suis pas née d'hier, je suis née d'hier. Elle est née d'hier parce que son personnage est montré comme étant stupide et même disant je suis stupide et j'aime ça. Et voilà pourquoi. Et ça, je trouve que c'est un très très beau moment du film quand il lui dit oui, vous savez comment l'obtenir. Encore un passage très sexuel parce que quand elle dit s'il n'est pas gentil avec moi, je ne suis pas gentille. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Et ça sera repris à la scène du Gin Ramy, où ensuite elle fait une réussite. Et où il dit tu viens pas te coucher, tu vas te faire mal aux yeux. Bon, et on comprend que c'est de la frustration sexuelle et que voilà, il l'attend et qu'elle viendra pas le rejoindre. Petite parenthèse, je sais plus pourquoi je disais. Oui, le titre. Oui, She Wasn't Born. Oui, non, ce que je veux dire, moi, le passage que j'ai trouvé vraiment touchant, c'est quand elle dit, donc moi, je sais comment avoir ce que je veux, comment elle a eu tous ces visions, c'est justement, je suis gentille, je ne suis pas gentille, au sens donc sexuel. Et en fait, il lui dit, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Et c'est là, vers le début, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, la première fois qu'il vient lui dire, qu'elle croit qu'il est gigolo d'ailleurs, et au moment où il lui dit, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'une sorte de psychanalyste qui lui parlait, qui tout à coup décalait la question et disait, ok, vous savez ce que vous voulez, mais connaissez-vous la vérité de votre désir ? Et c'est quand même un peu ce qu'on cherche en général quand on entreprend une psychanalyse. Donc il y a ces espèces de petits décrochages comme ça qui sont, j'allais dire savoureux, mais qui sont aussi profonds, assez profonds sur quelqu'un va naître pas seulement dans le sens où elle va se révolter. Bon, ça c'est le côté un peu allégorique. À la fin, Jim dit mais c'est une révolution. Évidemment, il y a tout ce côté allégorique de l'indépendance, mais aussi dans la sphère de l'intime, comment une femme peut arriver à trouver la vérité de son désir. Et son désir passe ici par le fait que elle trouve un homme qui lui plaît, mais vous remarquerez, puisque là c'est une série sur les comédies romantiques, c'est toujours intéressant de voir comment est amené le baiser, le premier baiser entre les deux. Et là, vous vous souvenez, il est très inopiné, c'est assez rare. En fait, on n'a pas l'impression qu'il va advenir, et il advient au milieu d'une réplique sur les lunettes. Quand elle dit je trouve ça horrible les lunettes. Bon. Et tout à coup ils s'embrassent et après seulement elle dit ça va. En fait sur les hommes ça fait bien. Et à la fois ça crée un effet comique et à la fois là encore c'est une question quasiment musicale et de rythme de la part de Cukor. Comment ménager des ruptures, des silences. C'est assez bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Je regarde si j'avais d'autres choses. Vous le dites. Ouais, non, pas, ou ça vous inspire pas peut-être. Est-ce que vous avez vu d'autres films de Cukor ? Et est-ce que vous faites le lien ? Ou est-ce que pour vous c'est pas un auteur vraiment ? Est-ce qu'il est identifié comme un cinéaste ? Parce que quand on a montré du Lubitsch, c'est sûr que on vient voir Lubitsch. Est-ce que vous êtes venu sur le nom par exemple de Cukor ? J'aimerais bien savoir. Oui. Et pour... Ouais. Mm-hmm. Il me semble que quasiment dans tous ces films, il y a cette question de l'autonomisation de la femme. Et moi, il y en a un que j'aime particulièrement. Et bon, on ne peut pas tout montrer. Et puis là, c'est une série sur la comédie américaine. Mais c'est Antise, Gaslight, avec Ingrid Bergman. Où elle est vraiment... Alors, c'est du gothique féminin parce qu'elle est vraiment persécutée. Elle est harcelée par son mari. Qui en a après son argent, après des bijoux de famille qu'elle aurait cachés, qu'elle aurait en sa possession quelque part dans sa maison. Et finalement, je me suis dit que vraiment il y avait quelque chose de semblable, y compris dans une comédie comme celle-ci, qui n'est pas du tout du même ton, qui n'est pas du même, on n'est pas du tout dans le même univers.
Et pourtant, il y a quelque chose de l'ordre de l'appropriation, de l'objectification de la femme qui est très très bien montré. Et quand il dit de manière, d'ailleurs je crois qu'il y a eu des espèces de oh dans la salle, quand il dit non mais moi j'ai rien de bon marché, je ne possède rien de bon marché sauf toi, et qu'elle dit non mais on ne peut pas, le droit, en démocratie personne ne possède personne, c'est d'une violence incroyable mais d'une vérité, et vous diriez encore aujourd'hui, sur justement cette question de l'objectification, vraiment de l'appropriation de celui qui a l'argent, de celui qui a le pouvoir ou tout simplement de celui qui est un homme. Je dis ça parce que dans Antise, Cukor, il me semble que c'était un remake, enfin que ça avait déjà été tourné, Antise. Voilà, il me semble que c'est avant. Ça a été fait avant Cukor. Et sur quelle scène, quelle est vraiment la scène focale, la séquence qui l'attend de tourner pendant tout le film, c'est la séquence où elle simule d'être devenue folle et où elle lui fait croire qu'il a donc accompli, parce que to gaslight someone en anglais, c'est devenu un mot, un verbe qui veut dire harceler quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne fou. Hein, lui faire croire qu'on n'entendait pas, que la maison est hantée, etc. Et donc, la femme qui enfin a compris, qui enfin joue la comédie, et se fait passer pour folle, mais pour mieux torturer et piéger le mari qui l'a persécuté pendant des années. Et on a l'impression que Cukor attend vraiment cette séquence de libération et en même temps de jeu, parce que, comme je vous dis, il est fasciné par les actrices et par la théâtralité de la situation, et en l'occurrence, là, elle simule la folie. Donc, il ne va pas aussi loin dans cette comédie, parce qu'elle est de ton plus léger. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre de montrer quelqu'un qui est en train de se libérer, quitte à faire du mal à l'autre. Et il y a tous ces moments où on rit pas parce que c'est drôle, mais on rit d'émancipation, on rit de vengeance contre le fasciste. Donc voilà, c'était ça qu'on voulait faire partager aussi. S'il y a d'autres remarques ou questions. Dans My Fair Lady, alors, dans My Fair Lady, il la prend dans le caniveau. Oui, effectivement, il la ramasse dans le caniveau. Dans My Fair Lady, c'est un linguiste. C'est encore un personnage de linguiste. Ouais. Alors, ce qui est marqué dans My Fair Lady, c'est qu'il y a une forte différence d'âge entre Rex Harrison, qui joue le professeur, qui a besoin d'un cobaye, là encore, hein, qui cherche quelqu'un qui parle cockney, donc quelqu'un de bien pauvre, une espèce de vendeuse de fleurs des faubourgs londoniens, et Audrey Hepburn, qui est toute jeune. Et donc, rien que la différence d'âge entre les deux acteurs, il y a une sorte de condescendance dans la façon dont il lui parle. C'est insupportable, effectivement. On a envie de l'étrangler. Et de fait, Rex Harrison était un acteur qui était un goujat, et qui était connu comme étant un goujat. Donc c'est vrai que ça... Oui, on attend le moment où quelque chose va se retourner, et ça arrive toujours, heureusement, dans les films qu'a choisi de faire Cukor, parce que c'était un homme des studios, mais il a quand même il s'est fait virer d'Autant en emporte le vent, c'est quand même très très cuisant, mais il a quand même choisi aussi les films qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a choisi de rester dans le système, mais en même temps, comme par hasard, il y a une ligne thématique très très forte qui, je pense, est ça, c'est-à-dire comment être vraiment à soi-même, et c'est ce qui arrive aussi au personnage dans My Fair Lady, c'est-à-dire prendre, c'est aussi l'idée de Pygmalion, hein, c'est-à-dire prendre ce que celui qui était suffisamment condescendant pour se croire votre maître vous a donné, et puis devenir avec ça quelqu'un de peut-être supérieur, mais en tout cas au moins libre par rapport à lui. C'est un très beau film, hein. Peut-être qu'on le passera un jour, mais il dure assez longtemps. Oui, et puis le personnage de ces idiotes à l'américaine, comment elle s'appelait, Hagen. Ah oui, là c'est dans Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie. Oui, le cinéma américain est assez profus. Avec de ces ravissantes idiotes, mais on n'en fait pas toujours la même chose. Ouais, on n'en fait pas toujours la même chose, parce que si vous voyez les films de Billy Wilder, par exemple, et on en montrera un ici, The Apartment, La Garçonnière, les personnages d'idiotes sont pas toujours ne suivent pas un processus d'initiation tout à fait. Ils restent quand même
un peu instrumentalisé dans un jeu scénaristique, parce que Wilder est très très fort sur la construction du scénario. Si vous pensez à certains Lem Show, le personnage de Marilyn Monroe n'est pas idiot, il suit quand même hein, elle a une sincérité sentimentale, Sugar, dans certains Lem Show. Elle dit au début « Ah, je suis bête », et elle tape sa tête comme ça. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Bien sûr, mais en tout cas, mais je ne trouve pas qu'elle devienne de plus en plus intelligente. En revanche, elle a une intelligence amoureuse, et c'est ça qui est affective, et c'est ça qui est valorisé par exemple dans certains Lem Show. Ici, Cukor, c'est vraiment un intellectuel, Cukor, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui vient de ce milieu intellectuel new-yorkais, et donc il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle fait son éducation jusqu'au bout, et elle réfléchit vraiment politiquement, et c'est mieux que juste tomber amoureuse. Enfin, voilà, je trouve que c'est un peu plus accompli que par exemple chez Wilder, mais bon. Ça en fait pas un meilleur cinéaste, forcément. Et dans Chantons sous la pluie, ah oui, alors là, l'idiote reste idiote. Et antipathique. L'idiote est aussi méchante. Ouais, l'idiote est aussi méchante. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, merci. Juste deux choses. Vous avez vu la bande-annonce de Aller coucher ailleurs de Howard Hawks avant le film. Je ne sais plus quand il passe. Il y avait les dates. Alors, on va le passer samedi à 16h et mercredi prochain à 20h. Alors, n'oubliez pas d'y aller. Et les gens qui l'ont vu récemment m'ont dit « Ah, vraiment, j'avais pas vu, c'est vraiment excellent et très drôle. » Il y a une fois de plus Cary Grant qui, une fois de plus, est travesti, comme presque toujours, à un moment. Donc, vraiment, ça vaut le déplacement. Et puis c'est Hawks, et on n'a pas passé de Hawks dans notre cycle. Et d'autre part, oui, peut-être pour la prochaine fois, sur la séance de la prochaine fois, qui aura lieu. Alors, ce sera Elle et lui. Donc, voilà, mais qui aura lieu quand, j'ai oublié. En février, j'ai oublié la date exacte, mais c'est dans le mensuel. En février, n'oubliez pas, on arrivera à mi-parcours du cycle, et j'ose dire qu'on arrivera à une sorte de sommet. Y compris architecturalement parlant, Elle et lui, donc An Affair to Remember de Léo Macaré, et surtout on va passer à la couleur, donc vous avez patienté jusqu'ici. Enfin on sera en Technicolor, il faut vraiment pas rater ce film, et surtout c'est une ressortie, il est vraiment restauré. Oui, tout à fait. C'est vrai que les couleurs sont vraiment magnifiques. Ouais, il est magnifique. On a réservé Cary Grant pour ce film-là, parce que sinon on aurait pu mettre Cary Grant dans tous les films de toutes les décennies. Cary Grant, New York, une rencontre sur un transatlantique, qui a aussi tout un autre sous-genre de la comédie romantique, qui serait les rencontres faites sur un bateau entre l'Europe et les États-Unis. Donc vraiment, pour moi, c'est un sommet du genre, et peut-être même que je vous montrerai un extrait du Elle et lui original, parce que c'est l'un des rares films dans l'histoire du cinéma dont le remake a été fait par le même réalisateur, Léo Macaré, que George Cukor cite souvent comme étant l'un de ses maîtres, c'est-à-dire non pas Lubitsch, non pas des gens beaucoup plus comme ça secs et drôle, mais quelqu'un de plus élégant, modulé, et qui sait justement moduler entre la comédie et le mélodrame, y compris dans Elle et lui à l'intérieur du même film. Et ça, faut être vraiment très très fort pour savoir le faire. Donc vraiment, ne ratez pas ce film si vous ne l'avez pas vu. Voilà, merci. À bientôt.